les escaliers des Juifs qui menaient dans le quartier des Juifs. Nous avons l'hôtel Ravenstein qui est le seul hôtel qui reste de la Renaissance, qui est un hôtel bourgeois. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, on construit des villes en respectant ce qu'il y avait avant? Il y a des gouvernements qui tiennent beaucoup compte de ça, d'autres pas du tout. Et même ici à Bruxelles, dans le passé, il y a eu des périodes où on rasait tout et d'autres périodes où on en tient compte. Est-ce que vous savez quelque chose sur les quartiers juifs qui ont été rasés? Non, pas du tout. Moi, je travaille ici depuis presque 7 ans, je crois, dans ce bâtiment. L'escalier est là, c'est celui-là. Oui. Moi, je suis pas au courant. Pourquoi est-ce qu'on ne construit pas les villes en respectant ce qu'il y a avant? Eh bien, à mon sens, quand on regarde ce qui s'est passé à Bruxelles dans les années 50-60, le terme de la bruxellisation qui est devenu en architecture un terme qui fait référence à la manière dont on a géré l'urbanisme dans notre bonne ville, on peut se poser des questions. J'aurais quand même tendance à dire qu'aujourd'hui, c'est rentré un petit peu plus dans les mœurs, c'est qu'on a une plus grande conscience de ce qui constitue notre histoire et nos villes, mais ça reste à prouver. On verra un petit peu dans l'avenir ce qu'il en sera. Que ressentez-vous si votre quartier serait rasé? Comment auriez-vous réagi? Une grande tristesse d'abord, une rage probablement ensuite, et puis envie de comprendre et envie de reconstruire par après, et probablement qu'on y laisse une trace et qu'on puisse retrouver, ou en tout cas que nos enfants ou les suivants aient conscience de ce qui s'est passé. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, on construit des villes en respectant ce qu'il y avait avant? Je ne pense pas, non. On construit les villes en fonction des besoins économiques non, pas trop, non. Pourquoi? L'argent, toujours l'argent. Tout est une question d'argent. Et l'humain passe après. Que ressentez-vous si votre quartier serait rasé? Parce qu'actuellement, on ne rase plus les quartiers. On rase des bâtiments par-ci par-là, on fait les changements. Et si cela avait été d'actualité? Je serais peut-être monté sur les barricades. Je serais battu avec mes moyens. Pensez-vous que le changement de fonction laisse des traces dans un bâtiment, des traces historiques? Oui, pour moi toujours. Okay. Disons que pour moi, il y a toujours une certaine âme, qu'on soit dans n'importe quel genre de bâtiment. On sent, il transparaît, il transpire quand même l'âme du bâtiment. Tout dépend de ce qu'on appelle les changements. Ici, on a quand même gardé plus ou moins l'intégrité du style initial. Donc, manifestement, ils ont su conserver les éléments d'origine du bâtiment. Ici, dans le quartier, il y a pas très loin d'ici, il y a une ancienne église qui a été recyclée en centre culturel. Il y a de plus en plus de bâtiments industriels qui sont aussi recyclés en salles de conférence ou en musée. Il y a des piscines recyclées en musée, il y a des anciennes brasseries ici à Bruxelles, entre autres. Donc voici un document qui prouve que l'hôtel Ravenstein, autrefois, c'était une synagogue juive. En 1370, la communauté juive de Bruxelles a été accusée de profanation. Des juifs auraient transpercé de poignards des hosties dérobées dans une chapelle. Du sang aurait coulé de ces hosties. Beaucoup de juifs auraient dû quitter les lieux et beaucoup d'entre eux furent tués. D'après vous, qu'est-ce qu'une fausse accusation? Eh bien, la fausse accusation, on en est là, évidemment, vraiment dans la fausse accusation, c'est-à-dire accuser quelqu'un de faits qu'il n'a absolument pas commis parce qu'il est l'objet, il est quelque part le bouc émissaire, celui qu'on accuse de tous les maux. Pour vous, quelles sont les conséquences des fausses accusations? Toute fausse accusation est toujours malheureuse et porte toujours des séquelles pour celui qui a été accusé, qui doit vivre avec une fausse accusation, même s'il est lavé du soupçon. Quelque part, on est plus empressé à l'accuser qu'à le laver du soupçon. Pensez-vous que dans le monde, il y a encore des fausses accusations contre un groupe Ah oui, très certainement. Et je dirais que les musulmans, dans ce cas-ci, sont ceux vers lesquels on se tourne le plus facilement. Et je pense parce que
c'est principalement une peur du nombre, une peur de ce qui s'est passé dans le passé, en disant qu'on s'est servi de la religion, de l'islam, pour commettre des choses qui ne sont généralement pas acceptées. Et c'est pour ça que ça crée un sentiment de peur envers les gens qui se retrouvent vers ce groupe. Une fois qu'un groupe n'est pas d'accord avec un autre groupe, la façon la plus commode de régler ce genre de choses est d'accuser. Avez-vous déjà été victime de fausses accusations? De fausses accusations, non, mais j'ai déjà souvent été contrôlé par la police en disant que je correspondais à la description. Et la description étant très sommaire, nord-africain étant la description. Et si oui, qu'avez-vous ressenti? Qu'avez-vous ressenti? La première fois, une gêne, la deuxième fois, une gêne, et par la suite, un je m'en foutisme, on s'y fait à la fin. Je pense que les immigrés sont plus touchés par les fausses accusations. Et pourquoi? Parce que certaines personnes ont des préjugés, et quand il y a des vols ou des agressions, c'est souvent ces personnes-là qui sont ciblées en premier. Pensez-vous qu'il y aura toujours de fausses accusations dans le futur? Malheureusement, oui. Pourquoi? Pour des raisons soit de racisme ou de discrimination, mais aussi pour des raisons d'argent. En 1968, l'Église reconnaît que ce n'était qu'une rumeur sans fait réel. Beaucoup de Juifs furent tués pour le simple intérêt d'une Église. Ici s'élevait le palais des ducs de Brabant, construit vers 1200, détruit par un incendie le 3 février 1731. Selon vous, pourquoi l'homme doit-il modifier le paysage pour y vivre? Je pense que l'homme doit, et d'ailleurs je pense qu'il l'a toujours fait, il doit changer le paysage, le mettre à sa disposition, façon de parler. Déjà, on est en relation avec la nature, donc il faudrait changer la nature, tout en respectant, je pense, la nature. Que vous connaissez un endroit, aux environs de cette place, qui a été vraiment beaucoup modifié par la main de l'homme? On est ici devant la statue de Godefroy de Bouillon. Je sais par exemple qu'en dessous de nous, il y a une cave qui actuellement est une cave, mais qui avant était une ruelle. Maintenant, observons donc cette fameuse place. Nous pouvons remarquer, quand on observe toutes ces maisons, qu'elles sont parfaitement symétriques. Cette place a été créée au siècle des Lumières, où il y avait une tendance que tout soit ordonné, symétrique, dans le même ordre, tout rangé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éliminer les différences de classe sociale? Oula, sacré boulot, hein. Éliminer les différences, on ne saura jamais le faire, mais bon, il y a déjà une politique de redistribution. Alors c'était important d'avoir un État fort qui a des ressources financières et qui sait percevoir un impôt et le redistribuer. C'est à ça que sert l'impôt en fait, hein. C'est une redistribution. Pensez-vous que notre société est encore très divisée socialement? Oui, absolument. Oui, c'est sûrement peut-être même plus fort maintenant qu'avant. Je trouve qu'on voit même des travailleurs maintenant qui ont du mal à pouvoir finir le mois. Vous pensez qu'un jour, il y aura une disparition totale de différentes classes sociales? Un jour non, mais il faut essayer. Ça doit rester un but et il faut tendre vers cet objectif. Pensez-vous que dans notre société, il y a des discriminations? Il y a plusieurs sortes de discrimination. C'est quelque chose qui est omniprésent, même si on a beau dire que la femme occupe la même place que l'homme dans la société, c'est pas du tout vrai. Et c'est visible dans les entreprises. Moi j'étudie la communication et en communication c'est hyper fort visible parce qu'il n'y a jamais de cadres qui sont féminins. Tous les grands chefs de télé et tout ça sont masculins. Ici en Belgique, il n'y a pas beaucoup de différences contre la classe. En Angleterre, c'est beaucoup plus fort. Parce que c'est l'upper classe, le très riche, ou le Parlement, c'est le parlementaire de famille. On fait toujours partie d'une classe, moi je dirais que je fais partie de la classe moyenne, voilà. Après oui, on évolue toujours avec même nos amis, etc. De toute façon, on est toujours prisonnier, je pense, d'une classe sociale. À l'heure actuelle, les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Donc à mon avis, c'est ça qu'il faut essayer de combattre, quoi, qu'il y ait un niveau de vie un peu plus semblable pour tout le monde, quoi. Le 21 juillet 1831, Léopold Ier, roi des Belges, prêta le serment constitutionnel sur ce parvis.
On l'a placé sur cette place parce que c'est un symbole de foi et de réunification. Cette statue ici, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? C'est juste, je pense, une trace d'histoire, voilà, en Belgique sur notre histoire à nous, mais enfin moi elle me fait rien, quoi. J'ai pas de frisson en la voyant. Donc les symboles sont encore valables aujourd'hui. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de symboles, on a besoin de faits concrets. Après voilà, moi j'aime bien rentrer à Bruxelles, ça c'est typiquement bruxellois pour moi ici. Je me sens chez moi, je me sens dans un pays qui a une identité. Et je pense qu'on n'a plus besoin de symboles, on a besoin de faits concrets pour se vraiment unité, parce que les symboles c'est un peu comme gagner la Coupe du Monde, quand on a un coup on a l'impression que tout le monde est du même pays, mais ça change rien aux problèmes sociaux ou aux problèmes politiques qu'il y a dedans. Oh, ben écoutez, pour la plupart des Belges, ça signifie plutôt la conquête, quoi, les croisades, tout ce que ça comporte. Donc la plupart des Belges, ce sont les croisades. Et à votre avis, pourquoi on l'a mis alors ici en plein milieu de la place Royale? Parce que c'est sans doute un endroit stratégique au point de vue des musées. Je crois que c'est un endroit central par rapport à Bruxelles, près des musées, près de la Cour des comptes. Vous pensez que en fait, ça attire les touristes? Pas que les touristes, je crois que et aussi le fait qu'on puisse tourner autour. Je trouve ça très symbolique de pouvoir tourner autour de Trois-Bouillons, avec un clin d'œil. Il y a encore des symboles comme ça d'actualité? Je pense à Berlin. À Berlin? Je pense à Berlin, qui est une ville qui a su allier les combats du passé, l'historique du passé, avec un aspect progressiste vers le futur, et notamment tout cet emplacement. Vous avez tous les murs de ceux qui ont été tués, des juifs notamment tués, notamment et surtout tués à Berlin. Et ce monument pour moi est très très symbolique. Après vous, qui choisit en général le type et l'emplacement d'un monument? Je suppose que c'est le gouvernement. Peut-être en collaboration avec les communes. Vous avez une idée pourquoi on a mis Godefroy de Bouillon ici? Je pense qu'en 1830, sans doute que la nation belge ne se posait pas vraiment la question de savoir si ce qu'il avait été faire était légitime ou pas. Les croisades à ce moment-là, c'était sans doute encore considéré comme tout à fait normal, et on ne considérait pas ça comme un massacre sur tout le passage. Est-ce que vous pensez qu'il faut imposer une seule religion dans la société? Non. Donc il faut laisser la liberté à tout le monde. Pour moi, la religion, c'est une liberté personnelle, une affaire personnelle, et personne n'a quelque chose à faire avec cela. Quelqu'un a-t-il déjà tenté de vous imposer sa religion? Des gens qui ont commencé à discuter avec moi, qui m'ont pas donné le Coran, qui ont donné la Bible, qui ont donné le truc des Mormons. Mais bon, ils peuvent donner cela. Et je peux lire un peu des choses pareilles, mais ça ne m'a pas impressionné. À Bruxelles, c'est une ville beaucoup multiethnique et il y a vraiment beaucoup de religions différentes. Même si c'est la plus grosse partie des habitants de Bruxelles, on va dire que c'est musulman. Mais oui, il y a de la justice par rapport à la religion parce que c'est vu d'une façon, je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que les gens qui sont nés ici et grandis ici, ils prennent la religion, comme ils ne savent pas très bien lire l'arabe ou par rapport à la religion musulmane, je parle, ils prennent la religion de façon à, comme on leur explique et on leur raconte. Et c'est pas toujours la bonne façon. Donc là, c'est un jardin, mais qui a déjà été rasé plusieurs fois. Mais au tout début, en 1900, il y avait la rue avec des juifs, la rue Saint-Roch. Sur une échelle de 1 à 10 dans vos priorités, où placerez-vous la culture? La culture? Je la mettrais sûrement en 8. En 8? Pourquoi? Parce que c'est ça qui permet d'être créatif, de découvrir d'autres vues sur la vie, de s'épanouir, quoi. En fait, tout le monde fait partie d'une société et la société est définie par des cultures. Donc oui, certainement, tout le monde fait déjà partie à partir de la naissance d'une personne. Et dans le monde entier? Dans le monde entier, certainement, si c'est en Afrique, en Amérique, tout le monde fait partie d'une culture. Et oui, je pense que la culture est importante. Et pourquoi? Parce que la culture est liée fort à l'être humain, en fait. Donc, chaque humain a son culture, chaque civilisation a son culture. Et pour comprendre le présent, il faut connaître le passé. Que veut dire la phrase « Celui qui sauve une personne sauve l'humanité tout entière ». Oui, mais l'humanité, pour toi, qu'est-ce que c'est? L'humanité, ça peut être rien que ta famille. Hein.
Ça peut être ta classe. Donc si tu sauves quelqu'un dans ta classe, tu sauves un peu de l'humanité. Que la vie d'une personne vaut la peine de la défendre et que chaque personne est importante. Alors, pour vous, que veut dire la phrase « Celui qui sauve une personne sauve l'humanité tout entière » Mais moi, je pense tout de suite au fait qu'on soit tous connectés. Et que si on aide quelqu'un, c'est toute l'humanité qu'on aide. Parce que cette personne se sentira mieux, pourra à son tour aider les autres, et comme ça, une chaîne. Est-ce que l'entraide est important pour vous? Mais bien sûr, tout seul, on ne peut pas s'en sortir. Que feriez-vous pour sauver une personne en difficulté? J'écouterai d'abord ce dont elle a besoin, plutôt que d'imposer moi-même ma solution qui ne sera pas spécialement adaptée à la personne. Donc j'écouterai d'abord ce dont elle a besoin, elle. Quelqu'un vous a déjà aidé? Oui, je pense, au cours de notre vie, que ce soit via l'école, vous rencontrez des professeurs qui vous inspirent, qui vous aident à trouver votre voie, que ce soit dans le travail aussi, vous avez un mentor, un parrain qui vous permet également de faire les bons choix, de vous accomplir professionnellement. Les Juifs, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs aidaient les Juifs. Est-ce que des choses comme ça, c'est avant? Vous entendez encore des choses comme ça aujourd'hui ou plus avant? Non, de plus en plus aujourd'hui. De plus en plus. Mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de solidarité, surtout avec la crise ces derniers temps. Je pense que les gens se réveillent et pensent à d'abord s'aider mutuellement, à recréer des petites communautés entre eux pour pouvoir s'entraider. Donc moi, honnêtement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de solidarité par rapport à avant. Même si on voit plus la misère. Have you heard somebody was generous with another person? Yes. My father was saved in the war. In the war 1940-1945 by someone, by family. He was hidden there. So that's my experience. Did you think today people are more generous than in the past? No. I think people in the past were more generous than today. En fait, en Belgique, on voit pas beaucoup par rapport à d'autres pays. Tu vas voir en Afrique, tu vas dire tiens, les gens ils donnent beaucoup à leur famille. Et en Belgique ou en Europe, tu vas dire tiens, on donne pas beaucoup. Mais si, en fait, c'est organisé. C'est organisé. Donc il y a une grande solidarité en fait que les gens se rendent plus compte, qu'on pense que c'est acquis. Mais quand tu travailles, tu donnes un impôt et avec ça on paye les écoles, les enseignants, les gens qui vont moins bien et tout ça. Donc c'est moins spectaculaire, mais c'est quand même c'est beaucoup. Pensez-vous que les Bruxellois sont solidaires entre eux? L'espèce humaine, si elle est dominante, c'est parce que spécialement elle vit en société et qu'on se renforce les uns par rapport aux autres avec chacun ce que peut apporter chacun. Donc la solidarité est un élément de base. Donc si on veut pouvoir continuer à évoluer tout simplement en tant qu'espèce. Donc je ne sais pas si on est vraiment solidaire, mais en tout cas on doit l'être. En hommage aux Justes de Belgique et aux citoyens qui, au péril de leur vie, sont venus au secours des Juifs persécutés pendant l'occupation nazie. Pourquoi rendre hommage à votre avis? Pour ne pas oublier, pour ne jamais oublier. Pourquoi rendre hommage? L'intérêt de rendre hommage, c'est quand il y a encore des gens qui ont connu les éventuelles atrocités. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on rend hommage aux personnes qui sont mortes à la bataille de Marignan en 1515? Non. Ça n'a plus d'intérêt. C'est passé dans l'histoire. Donc c'est bien de souvenir, parce qu'évidemment, il ne faut pas recommencer, c'est évident, mais il ne faut pas non plus se souvenir toutes les 5 minutes qu'il y a eu des guerres, parce que ça ne sert à rien non plus. Pensez-vous que des Justes contemporains existent encore? J'en suis persuadé, mais il faut les trouver. Mais il y en a, moi par exemple. Est-ce que vous trouvez ça important de rendre hommage? Oui, je crois que c'est bien. Il y a un devoir de mémoire et puis surtout dans les temps présents, c'est important de savoir un peu l'histoire européenne et ce qui s'est passé. Par exemple, quand les Allemands étaient là, ils voulaient interdire aux Juifs de pratiquer des professions, oui. Ouais. Entre autres être des avocats. Oui. Et si je ne me trompe pas, ce que le barreau de Bruxelles avait fait, plutôt que d'accepter de radier des avocats juifs, ils ont suspendu tout le barreau. Pour vous, quelle est la signification du mot résistance? Pour moi, résister, ça veut dire c'est un moyen de se défendre ses idées, défendre ses pensées. Et je pense à la résistance culturelle. Tu sais, quand on n'aime pas le régime politique ou quelque chose, on peut résister par la culture qu'on choisit, par les livres qu'on choisit à lire et tout ça. C'est une résistance personnelle.
Oh, la résistance, ça veut dire beaucoup de choses. Il y a la résistance pendant la guerre, donc une résistance plutôt historique. Mais à part de ça, il y a aussi une résistance, par exemple, dans les arts. Les arts modernes, c'est aussi une résistance contre les arts classiques. Il y a, par exemple, en Israël, il y a beaucoup de résistance dans Israël, contre Israël. Donc, il y a en Syrie une résistance de la jeunesse. Et ça, je trouve très intéressant et très important. Il faut que la jeunesse se résiste contre tous les dogmes qu'on apprend dans l'école. La résistance des justes, il faut bien vous rendre compte qu'ils risquaient leur vie, quoi. Vous voyez, ce n'est pas notre cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a la résistance. On peut résister contre un certain nombre de choses, mais ce n'est pas nécessairement pour ça qu'on va risquer sa vie. Résistance, ça veut dire c'est quelqu'un qui n'accepte pas l'injustice, par exemple, ou qui n'accepte pas la pauvreté, ou la maladie, et qui mène des actions, qui va mener des actions de résistance. Donc évidemment, le grand exemple, c'est pendant la guerre, où il y avait ce qu'on appelle la résistance. Mais aujourd'hui aussi, on peut résister. Chacun à son niveau, là où on est, on doit. C'est même pas qu'on peut, on peut bien sûr, mais on doit aussi résister. Parce qu'il y a trop d'injustice dans le monde. Vous savez que la planète va à sa perte et que donc, vous les jeunes, vous devez résister. Et vous de même, arigatou gozaimasu. Merci. Merci beaucoup en japonais.